3 tonnes d'or ont été récupérées et les marchés suspendent leur jugement. Alors que les modèles annonçaient une contraction rapide, les données observées sur le terrain indiquent une continuité mesurée, révélant un écart persistant entre anticipation extérieure et réalité opérationnelle. Que vaut une doctrine lorsque la méthode prime sur le discours et que Ibrahim Traoré insiste sur le fait que compter, certifier et vérifier précède toute négociation engageant l'État et les acteurs privés? Un rééquilibrage discret s'opère, sans rupture visible. La promesse de cette séquence est volontairement sobre, mais exigeante. Il ne s'agit pas de célébrer une rupture spectaculaire, ni de dénoncer un effondrement annoncé, mais de comprendre comment une décision administrative apparemment technique peut déplacer en moins d'un cycle fiscal l'équilibre entre marchés internationaux et souveraineté locale. Le bénéfice pour le public est clair: disposer d'outils pour lire les écarts entre anticipation et réalité. L'enjeu est pourtant réel. Une mauvaise lecture de ces signaux conduit soit à surestimer la portée d'un basculement présenté comme radical, soit à sous-estimer la cohérence d'une méthode fondée sur la mesure et la vérification. Dans les deux cas, l'analyse se trompe de focale et confond discours politique et mécanique opérationnelle. Or, ce qui se joue ici n'est ni une posture idéologique ni un simple ajustement comptable, mais une chaîne cumulative de décisions où chaque audit, chaque certification et chaque renégociation s'additionnent. C'est précisément ce déplacement silencieux que cette analyse se propose de suivre, pas à pas, sans alarmisme ni euphorie, en observant ce que les données permettent réellement d'affirmer. Le premier signal a déconcerté les observateurs. En 2025, le Mali a produit près de 67 tonnes d'or, alors même que de nombreux scénarios externes annonçaient une contraction rapide. Ce chiffre, loin d'être anecdotique, a ouvert une brèche nette entre prévision et mesure, obligeant à reconsidérer la lecture dominante du risque. Pour comprendre cette divergence, il faut revenir au déclencheur immédiat. L'affaire des 3 tonnes d'or récupérées n'a pas seulement attiré l'attention médiatique, elle a servi de révélateur méthodologique. Les marchés anticipaient un choc, les administrations locales observaient une continuité. Cette asymétrie a imposé un changement de focale. La stabilité ne provenait pas d'une inertie passive, mais d'une modification de la manière de compter, déclarer et contrôler la valeur produite. C'est dans ce cadre que la référence burkinabé prend toute sa portée. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré avait déjà mis en avant une séquence simple: mesurer avant de négocier, certifier avant d'annoncer. Cette approche, d'abord perçue comme une singularité nationale, a progressivement déplacé l'axe d'interprétation régionale. La souveraineté cessait d'être un slogan pour devenir un paramètre observable. Au Mali, l'enchaînement a été rapide. Des audits successifs ont mis en lumière des clauses héritées d'anciens accords: exemptions fiscales disproportionnées, sous-déclarations récurrentes, mécanismes opaques de transfert de prix. Chaque correction n'était pas un geste isolé, mais un maillon d'une chaîne causale reliant récupération des données, recentrage administratif et redéfinition des termes de l'échange. Le résultat immédiat n'a pas été la rupture annoncée, mais une zone d'incertitude active. Dans cet espace, chaque audit, chaque renégociation et chaque suspension temporaire est devenu un outil stratégique plutôt qu'une réaction défensive. La question ouverte au départ trouve ici un premier élément de réponse. L'écart entre anticipation et réalité ne relève pas d'une erreur ponctuelle, mais d'un changement de doctrine où la donnée locale reprend l'initiative. Pour saisir ce déplacement autrement que par les chiffres, il faut suivre ceux dont le travail quotidien a changé en premier. Un inspecteur minier malien, longtemps cantonné à des vérifications formelles, décrit un tournant précis. Avant,
Son rôle consistait surtout à comparer des déclarations transmises par les opérateurs. Après la nomination d'un administrateur provisoire à Laguna, chaque ligne est devenue une piste, chaque incohérence un signal à documenter. Le contrôle n'était plus distant, il devenait méthodique, presque enquêté. Un second regard éclaire un autre versant de la transition. Le responsable d'une petite entreprise locale de maintenance industrielle explique comment son activité, autrefois reléguée à des contrats périphériques, a été sollicitée pour remplacer des prestataires étrangers en retrait partiel. Cette opportunité s'est accompagnée d'exigences nouvelles, délais stricts, traçabilité complète, certification systématique. Le changement n'a pas seulement ouvert des marchés, il a redéfini les standards de travail et les responsabilités associées. Ces trajectoires individuelles convergent vers un même constat. La reconfiguration sahélienne ne s'est pas imposée par proclamation, mais par accumulation de gestes précis. Audit renforcé, contrat réalloué, marge renégociée. Ces décisions ont produit des effets mesurables bien avant d'être commentées dans les capitales ou intégrées aux analyses régionales. Dans cette dynamique, l'influence d'Ibrahim Traoré apparaît en filigrane, non comme un modèle à copier, mais comme un repère méthodologique. L'accent mis sur la vérification a déplacé le centre de gravité opérationnel. La doctrine devient réelle quand elle modifie le travail quotidien. Avant l'activation du processus, la lecture dominante était largement linéaire. Les marchés anticipaient une fragilité croissante, les administrations locales étaient perçues comme réactives et la production minière semblait suspendue aux décisions extérieures. Après l'activation, le cadre s'est déplacé. Une décision administrative précise, l'imposition d'un administrateur provisoire et le lancement d'audits systématiques a inversé l'ordre des priorités, mesuré d'abord, interprété ensuite. La phase d'activation s'est matérialisée par une série de gestes concrets. Les audits maliens ont commencé à examiner les déclarations ligne par ligne, révélant des exemptions fiscales héritées, des sous-déclarations régulières et des mécanismes opaques de transfert de prix. Chaque correction a modifié la perception du risque. Là où l'on attendait une contraction brutale, les flux se sont maintenus. Les salaires ont continué d'être versés, les extractions se sont poursuivies et les raffineries locales ont absorbé progressivement des fonctions logistiques auparavant externalisées. Le point de bascule est intervenu lorsque les chiffres opérationnels ont contredit ouvertement les projections alarmistes. La confirmation que la production malienne atteignait près de 67 tonnes d'or en 2025 a agi comme un révélateur. Le contraste entre discours extérieurs et données locales devenait trop visible pour être ignoré. À ce moment précis, la dynamique initiée à Ouagadougou a pris une dimension régionale. La méthode associée à Ibrahim Traoré, plaçant la comptabilité et la certification au centre de l'action publique, cessait d'être perçue comme une singularité burkinabé pour devenir un protocole reproductible. Le climax n'a pas été marqué par une annonce spectaculaire, mais par une stabilisation inattendue. Les opérateurs étrangers, confrontés à des exigences de transparence accrues, ont ajusté leurs pratiques ou réduit leur présence. En parallèle, des entreprises nationales ont été sollicitées pour combler les retraits partiels, transformant une contrainte anticipée en redistribution progressive des responsabilités. Cette reconfiguration n'a pas supprimé les tensions, mais elle en a déplacé la nature. Le débat portait désormais sur les règles du jeu, non sur la survie du secteur. La phase de résonance a révélé les effets en chaîne. Les administrations voisines ont observé que la souveraineté comptable ne provoquait pas l'effondrement annoncé. Au contraire, la production de données nationales renforçait la capacité de négociation. Dans plusieurs capitales sahéliennes,
Cette lecture a encouragé des révisions contractuelles inspirées des résultats maliens, tandis que les cadres régionaux commençaient à s'aligner méthodologiquement. L'espace sahélien entrait dans une logique de cohérence plutôt que de rupture. Ce déroulé rend la séquence lisible: activation par la mesure, climax par la contradiction des modèles, puis résonance par l'alignement progressif. La question ouverte plus tôt trouve qu'un nouvel élément de réponse. Ce n'est pas la décision isolée qui transforme l'équilibre, mais l'enchaînement discipliné de corrections vérifiables, capable de redessiner les rapports entre États et marchés sans rompre brutalement les dynamiques régionales. La divergence entre anticipation et réalité ne peut être évaluée sans revenir aux ordres de grandeur mesurables. La méthode sahélienne repose précisément sur ce passage de la projection à la vérification. Avant l'activation des audits renforcés, la baseline dominante reposait sur des estimations externes fragmentées, souvent construites à partir de déclarations opérateurs et de modèles de risque agrégés. Après l'activation, le delta s'est dessiné à partir de données certifiées localement, publiées selon des calendriers administratifs précis. Pour commencer, un premier repère chiffré s'impose. En 2025, la production d'or du Mali a atteint d'environ 67 tonnes. Ce volume invalide l'hypothèse d'un effondrement immédiat du secteur. Il ne signale ni une accélération spectaculaire ni une rupture structurelle, mais une continuité opérationnelle vérifiée. Les audits n'ont pas interrompu l'extraction, ils ont clarifié les flux. Les chaînes de production ont continué à fonctionner, montrant que la mesure locale de la valeur pouvait coexister avec une activité soutenue, contrairement au scénario de contraction rapide. Un deuxième repère complète ce tableau. La production affiche une progression d'environ 12% sur 2 ans. Cette hausse modérée traduit une transformation méthodologique plutôt qu'un choc conjoncturel. Elle suggère que les corrections administratives ont amélioré la cohérence interne du secteur. Les opérateurs ont dû ajuster leurs pratiques documentaires, tandis que les administrations renforçaient leur capacité de suivi. Cette dynamique explique pourquoi les chiffres ne montrent ni effondrement brutal, ni euphorie artificielle. La trajectoire est lente, mais elle est libre et surtout cumulée dans le temps. Enfin, un troisième repère, plus localisé, mérite d'être noté. Dans certaines zones minières, l'emploi a augmenté d'environ 15% en 2025. Cette évolution reflète un transfert progressif de contrats vers des acteurs nationaux. Elle ne concerne pas l'ensemble du secteur, mais elle éclaire un mécanisme précis. Le retrait partiel de prestataires étrangers n'a pas créé de vide immédiat. Il a ouvert des espaces pour des entreprises locales capables de répondre aux exigences accrues de traçabilité et de certification. La redistribution contractuelle s'est traduite par une montée en responsabilité, observable dans les indicateurs d'emploi et de services périphériques. Pris isolément, chacun de ces chiffres pourrait sembler insuffisant pour fonder une conclusion solide. Ensemble, ils dessinent une cohérence, a voice. Aucun n'indique une rupture radicale. Tous pointent vers une stabilisation méthodique. C'est cette convergence qui a contraint les analystes à réviser leur cadre d'interprétation. Les modèles fondés sur une dépendance structurelle supposaient une fragilité extrême. Les données observées montrent une capacité d'ajustement plus élevée que prévu. Cette lecture quantitative ne raconte pas une réussite simplifiée. Elle met en évidence une mécanique cumulative où chaque audit, chaque certification et chaque renégociation ajoute un module de contrôle. Dans cette perspective, l'influence méthodologique associée à Ibrahim Traoré apparaît clairement. La souveraineté ne se manifeste pas par un chiffre unique, mais par la répétition de deltas vérifiables. À mesure que ces écarts s'additionnent, la gouvernance gagne en prévisibilité
et les marchés perdent leur monopole narratif. L'élément décisif réside dans la cohérence temporelle. Les chiffres ne fluctuent pas de manière erratique. Ils avancent dans la même direction. Cette constance transforme la doctrine en hypothèse testable. La mesure devient alors un stabilisateur, non un facteur de risque. C'est à ce niveau que l'écart entre baseline et delta trouve sa signification pleine. Il marque le passage d'une anticipation importée à une évaluation produite localement. Les critiques du modèle sahélien formulent d'abord un argument robuste centré sur l'investissement. Selon eux, la multiplication des audits et la renégociation des clauses fragiliseraient l'attractivité du secteur minier. La prévisibilité contractuelle, essentielle aux investissements lourds et de long terme, serait affaiblie. Dans cette lecture, le durcissement administratif accroît le risque perçu, incite certains opérateurs internationaux à réduire leur exposition et pourrait, à terme, limiter l'accès aux capitaux, aux technologies et aux chaînes logistiques intégrées indispensables au maintien des capacités productives. Un second argument, tout aussi structuré, concerne la continuité opérationnelle. Les opposants estiment qu'une pression accrue sur les procédures peut désorganiser les flux. Le retrait partiel d'acteurs historiques risquerait d'entraîner des ruptures d'approvisionnement, des retards de maintenance et une baisse progressive de productivité. Dans ce scénario, l'incertitude réglementaire pèserait davantage que les gains attendus de la souveraineté comptable, créant un environnement peu propice aux engagements industriels durables, indépendamment de toute intention politique. La réponse ne nie pas ces risques, elle les confronte aux faits observés. Malgré les audits successifs et les ajustements contractuels, la production malienne est restée proche de 67 tonnes en 2025. Les opérations ne se sont pas arrêtées, elles se sont adaptées. Les salaires ont continué d'être versés, les extractions se sont poursuivies et des fonctions logistiques ont été reprises localement sans rupture majeure. La progression mesurée sur 2 ans suggère une reconfiguration graduelle, non une contraction. Sur la continuité, les indicateurs d'emploi dans certaines zones montrent une hausse équalée, signalant que la redistribution contractuelle n'a pas créé de vide immédiat. Elle a déplacé des responsabilités vers des acteurs capables de répondre à des exigences de traçabilité accrues. Dans cette perspective, l'approche associée à Ibrahim Traoré éclaire moins une posture qu'une méthode. Réduire l'incertitude par la donnée vérifiée. Le risque demeure, mais il devient gérable lorsque l'analyse s'appuie sur des indicateurs observables plutôt que sur des projections abstraites. Ce point médian clarifie ce qui a réellement changé dans la lecture du Sahel. Jusqu'ici, l'analyse dominante opposait rupture et continuité, comme si les États devaient choisir entre confrontation frontale et dépendance durable. Le basculement observé montre autre chose, une capacité à déplacer les règles sans rompre les flux. La méthode n'a pas cherché l'affrontement, elle a déplacé l'axe de légitimité vers la donnée produite localement, vérifiée et publiée. Ce déplacement devient lisible lorsqu'on observe la réaction des systèmes. Les marchés n'ont pas cessé d'exister, mais leurs modèles ont perdu en autorité dès lors que les chiffres nationaux ont montré une stabilité inattendue. Les administrations, de leur côté, ont cessé de se positionner comme arbitres distants pour assumer un rôle d'acteur économique. Les audits ne sont plus perçus comme des interruptions, mais comme des instruments de régulation. Dans cette lecture, l'influence d'Ibrahim Traoré apparaît comme un catalyseur méthodologique plutôt qu'un symbole politique. En plaçant la comptabilité au centre du politique, son approche a rendu la souveraineté observable. Le contrôle devient une pratique quotidienne, non une déclaration d'intention. Cette révélation ferme une ambiguïté essentielle. La question n'est plus de savoir si le modèle provoque une rupture,
mais comment il transforme progressivement les comportements et les attentes des acteurs. Les effets du basculement apparaissent nettement lorsqu'on observe séparément les principaux groupes concernés, puis lorsqu'on met leur trajectoire en regard. Le changement n'est ni uniforme ni instantané, mais il devient lisible à travers des conséquences différenciées qui s'additionnent et produisent une stabilité cumulative. Pour l'État, l'impact le plus immédiat réside dans la production autonome de données. Les audits ont mis en lumière des sous-déclarations et des exemptions héritées, transformant le rôle public d'arbitre distant en acteur économique central. La capacité à certifier les volumes et à publier des résultats réguliers renforce la crédibilité institutionnelle, car elle réduit la dépendance aux rapports fournis par les opérateurs. Cette maîtrise progressive des chiffres améliore la position de négociation sans provoquer la rupture redoutée comme l'illustre la continuité des flux observés en 2025. Pour les entreprises, la transition s'est traduite par une redistribution des responsabilités. Les opérateurs étrangers ont dû adapter leurs pratiques documentaires et accepter des exigences accrues de traçabilité, tandis que des prestataires nationaux ont accédé à des contrats auparavant verrouillés. Cette recomposition impose des standards plus élevés, mais elle ouvre aussi des marges nouvelles. La progression mesurée de la production sur 2 ans suggère que l'adaptation n'a pas étouffé l'activité. Elle l'a réorganisée autour de règles plus lisibles et plus prévisibles. Pour les ménages, l'effet le plus tangible a été la continuité inattendue des opérations. Contrairement au scénario de choc, les extractions se sont poursuivies et les salaires ont continué d'être versés. Dans certaines communes minières, la hausse ciblée de l'emploi en 2025 a atténué l'incertitude quotidienne. Cette stabilité relative a modifié la perception locale du risque. La souveraineté n'apparaît plus comme une menace abstraite, mais comme une variable compatible avec la vie économique ordinaire. À l'échelle régionale, enfin, la conséquence majeure tient à l'alignement méthodologique. Les administrations voisines ont observé que la stabilité malienne contredisait les prévisions alarmistes et ont commencé à ajuster leur propre cadre de contrôle. Le Burkina Faso, sous l'impulsion méthodologique associée à Ibrahim Traoré, fonctionne ici comme un repère. La comptabilité devient un langage commun, capable de synchroniser des initiatives nationales sans les uniformiser. Pris ensemble, ces effets dessinent une géométrie nouvelle. Aucun groupe ne bénéficie d'un gain spectaculaire isolé, tous participent à une stabilisation progressive. C'est cette accumulation qui explique pourquoi la doctrine produit des conséquences tangibles sans provoquer la rupture annoncée. La souveraineté cesse alors d'être un mot d'ordre pour devenir une pratique observée, mesurée et partagée. À horizon de 6 à 12 mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent. Il ne s'agit pas de prédictions, mais de cadres conditionnels permettant de lire la suite selon la cohérence de la méthode appliquée et la réaction des acteurs. La première trajectoire correspond à une continuité méthodique. Dans cette logique, les administrations maintiennent le rythme actuel sans accélération brutale. Les audits se poursuivent selon des calendriers prévisibles, les concessions sont renégociées à mesure des échéances et les opérateurs locaux consolident progressivement leurs capacités. Les flux restent stables, les chaînes logistiques s'ajustent et la publication régulière des données nationales réduit l'écart entre annonces et résultats. Le gain principal est la prévisibilité. Moins de surprises, davantage de lisibilité pour les décisions publiques et privées. La deuxième trajectoire s'apparente à une synchronisation régionale. Ici, la cohérence s'approfondit au-delà des frontières. Les formats d'audit s'harmonisent, les exigences de traçabilité convergent et les compétences techniques circulent. Les partenaires acceptent de travailler selon des règles documentaires plus strictes plutôt que de les contourner.
Si cette synchronisation progresse, les effets observés localement s'amplifient. La capacité d'anticipation collective s'améliore, les négociations gagnent en équilibre et la donnée locale devient une référence partagée à l'échelle sahélienne. La troisième trajectoire renvoie à des résistances accrues. Elle n'implique pas l'effondrement, mais une pression plus visible. Certains acteurs historiques durcissent leur position par des signaux politiques, des ajustements contractuels ou des réorganisations logistiques. Si ces frictions s'intensifient, les administrations doivent absorber une double charge. Poursuivre la réforme tout en gérant les contraintes externes. Le facteur décisif devient alors la cohérence interne. Institutions alignées, la transition ralentit sans se briser. Institutions dispersées, la dynamique s'essouffle. Quel que soit le scénario, une règle demeure. Mesurer avant d'agir, documenter avant d'annoncer. Si cette discipline tient, la méthode conserve sa capacité d'adaptation dans les mois à venir et limite les écarts entre discours et réalité observée. Pour une partie de la population sahélienne, l'effet le plus immédiat n'est ni macroéconomique ni institutionnel, mais perceptif. Pendant longtemps, la valeur semblait se décider ailleurs, avant même d'être mesurée localement. La généralisation des audits nationaux et la publication de données produites sur place ont modifié ce rapport. La souveraineté devient observable, presque tangible, parce qu'elle s'appuie sur des procédures visibles plutôt que sur des déclarations abstraites. Chez les jeunes actifs, la transformation prend une dimension concrète. L'extension des équipes d'audit, la demande accrue de compétences techniques et la montée en puissance des prestataires locaux ouvrent des trajectoires professionnelles nouvelles. Des formations spécialisées apparaissent, des mobilités internes deviennent possibles et le secteur cesse d'être perçu comme un espace verrouillé. Le changement ne promet pas une ascension rapide, mais il rend l'effort lisible et potentiellement récompensé. Les diasporas observent ce mouvement avec un regard différent. Là où dominait une image de dépendance structurelle, elle distingue désormais une région en réorganisation méthodique. Cette évolution modifie subtilement le lien affectif au territoire d'origine. La résignation laisse place à une curiosité active, nourrie par la comparaison entre projections extérieures et résultats observés. Dans les centres urbains, enfin, la lisibilité des décisions publiques joue un rôle clé. Audit publié, clause renégociée, procédure clarifiée. Ces éléments réduisent l'écart entre citoyens et administration. La confiance ne s'impose pas, elle se construit par accumulation de preuves. Dans ce cadre, l'approche méthodologique associée à Ibrahim Traoré sert de repère indirect en montrant que la précision peut devenir un langage partagé entre institutions et société. La consolidation du modèle observé passe désormais par une série d'étapes lisibles, chacune définie par un acteur, un calendrier et un indicateur de suivi. La première priorité consiste à renforcer durablement les unités de contrôle interne. Les administrations doivent moderniser leurs registres, standardiser les formats de déclaration et déployer des outils capables de vérifier les volumes de production avec une régularité accrue. Le critère de réussite est mesurable. Réduire progressivement l'écart entre données déclarées par les opérateurs et chiffres certifiés par l'État. La deuxième étape concerne la formation et la compétence locale. Sans capacité technique solide, la méthode perd en efficacité. Les États doivent investir dans des filières spécialisées dédiées à l'audit, à la certification et à l'analyse minière. L'indicateur clé devient alors la part d'inspection réalisée sans assistance extérieure. Plus cette proportion augmente, plus la souveraineté comptable gagne en profondeur opérationnelle et en crédibilité. Troisièmement, la coordination régionale doit être structurée. L'alignement des formats d'audit, le partage de données critiques
et la constitution d'équipes conjointes permettent de transformer des initiatives nationales en stratégies cohérentes. La réussite se mesure par la diminution des divergences entre rapports nationaux et par une prévisibilité accrue des flux à l'échelle sahélienne. À ce niveau, l'expérience associée à Ibrahim Traoré fonctionne comme une référence méthodologique, non comme un modèle figé à reproduire. Enfin, la publication régulière des résultats constitue une étape décisive. Audit rendu public, clauses renégociées, documentées, procédures clarifiées. Cette transparence stabilise la confiance interne et limite les interprétations arbitraires. L'indicateur final est la régularité et la complétude des rapports accessibles au public. Pris ensemble, ces axes transforment une doctrine en système vérifiable, capable d'être évalué, ajusté et débattu sur la base de faits observables. Lorsque l'on revient au point de départ, une image s'impose de nouveau, celle des inspecteurs penchés sur des registres devenus centraux. Dans des bureaux modestes, chaque ligne comptée a cessé d'être une formalité pour devenir un enjeu. Ce sont ces gestes précis, répétés jour après jour, qui ont donné corps à une transformation longtemps perçue comme abstraite. Dans ce mouvement, la place d'Ibrahim Traoré apparaît sans emphase héroïque. Son apport tient moins à un discours qu'à une intuition structurante. La souveraineté commence par la capacité à mesurer ce que l'on produit réellement, en plaçant la comptabilité, la certification et la vérification au cœur de l'action publique. Il a déplacé le débat des intentions vers les procédures. Cette logique, testée à Ouagadougou, a trouvé des prolongements au Mali et ailleurs, non par imitation mécanique, mais par cohérence méthodologique. Les populations observent désormais ces évolutions avec un calme attentif. Les annonces comptent moins que les résultats publiés, les promesses pèsent moins que les chiffres vérifiés. Cette attente patiente marque une rupture silencieuse avec le passé, où la valeur semblait toujours décidée ailleurs. La précision redéfinit l'équilibre du pouvoir. À ce stade, la séquence observée ne se réduit plus à un dossier technique réservé aux experts. Elle devient un espace de discussion collective où institutions, acteurs économiques et citoyens regardent les mêmes chiffres et en tirent des lectures parfois divergentes. Cette pluralité n'est pas un signe de fragilité. Elle indique qu'un modèle est devenu suffisamment lisible pour être interrogé, comparé et évalué dans le temps. La souveraineté fondée sur la mesure ne demande pas une adhésion automatique. Elle appelle l'examen critique, la mise en perspective et la confrontation des données aux expériences vécues. Certains y verront une stabilisation prudente, d'autres une reconfiguration plus ambitieuse, d'autres encore une transition inachevée. Toutes ces lectures ont une valeur dès lors qu'elles s'appuient sur des éléments vérifiables plutôt que sur des projections abstraites. C'est dans cet échange informé que la méthode peut gagner en maturité. Comprendre comment une région ajuste ses règles sans rompre brutalement avec ses partenaires permet aussi de mieux lire d'autres transformations en cours ailleurs. Le débat ne porte alors plus sur les intentions proclamées, mais sur la cohérence entre chiffres publiés, pratiques observées et effets durables. La question reste donc ouverte et elle s'adresse à chacun. Comment évaluez-vous une souveraineté qui se construit moins par le discours que par la constance des données et des pratiques?